Donc, premier point, l'OTAN, les États-Unis, l'Europe, Emmanuel Macron avant l'annexion. Je pense notamment aux discours extrêmement martiaux qu'il y a eu, que ce soit Joe Biden, que ce soit Ursula von der Leyen ou Emmanuel Macron à la tribune de l'ONU, où on réclamait d'isoler complètement la Russie et de battre finalement la Russie. Quel est votre point de vue là-dessus? Où on en était avant cette annexion du côté occidental? Alors, d'abord, merci de m'inviter. Je salue tous les auditeurs. Deuxièmement, vous avez raison. Je pense, enfin, je le dis moi-même depuis des semaines, d'être inquiet pour l'évolution de la situation. Parce que on voit qu'il y a des forces qui ne cherchent absolument pas l'apaisement, mais au contraire qui cherchent à aggraver la situation. Mm. Alors, vous avez rappelé effectivement vidéo, quand vous avez eu la gentillesse de m'inviter il y a quelques mois. J'en profite pour dire qu'il y a aussi sur notre chaîne RTV plusieurs vidéos que j'ai faites, notamment il y en a une que j'ai consacrée spécialement à l'histoire de l'Israël, et puis une autre aussi que j'ai faite dans le cadre du dialogue franco-russe où j'explique, et je crois que c'est quand même très très important que les gens l'aient à l'esprit, la stratégie constante des États-Unis d'Amérique qui consiste à essayer de morceler la Russie. Et il ne s'en cache même plus, puisque je l'ai dit dans cette vidéo, donc sur le dialogue franco-russe, il ne s'en cache même plus, puisqu'il y a eu une réunion qui a eu lieu le 22-23 juillet à Prague, avec une association qui s'appelle l'Association des Nations libres de Russie, en présence de l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement ukrainien, du prédécesseur de Zelensky, Porochenko, qui avait été placé par les Américains, en présence également de hauts fonctionnaires américains, notamment le responsable chargé du suivi de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe au département d'État américain, et tout ceci avec des financements National Endowment for Democracy, c'est-à-dire le fonds de la CIA, et puis des financements Georges Soros. Et qu'est-ce qu'on apprenait dans cette conférence? Eh bien, on présentait au public, allez voir, enfin, j'ai mis les dossiers sur la table. D'ailleurs, la presse française, vous savez, je suis suivi par absolument tous les journalistes qui à la fois me suivent et à la fois me cachent, puisque jamais il n'est question de mes analyses. Mais il suffit d'aller regarder ça pour pour se pincer. Enfin, imaginez l'inverse, imaginez que la Russie fasse un symposium ou un colloque qui ait lieu à Cuba ou bien à Guatemala City ou à Mexico, qui serait sur les nations libres des États-Unis d'Amérique et où on présenterait une carte avec le démantèlement des États-Unis, avec un Texas indépendant. Vous savez d'ailleurs que ça n'est pas une fantaisie puisque il y a une forte demande en ce moment au Texas, et qui est un État des États-Unis qui a une histoire vraiment très à part, hein, qui a été intégré à la Fédération américaine en 1846, un très grand État, mais qui a une forte personnalité. Il y a une forte demande relayée par le Parti républicain, ce qui est quand même pas rien, pour avoir un référendum sur l'indépendance du Texas. Et on pourrait aussi, si la Russie voulait jeter de l'huile sur le feu, elle pourrait aussi revendiquer l'indépendance des réserves pour les Indiens de Cherokee, l'indépendance de la Californie ou de la rétrocession de la Californie au Mexique, enfin, etc., etc. Ce que d'ailleurs vous rappelez peut-être cette anecdote, euh, Vladimir Poutine a dit qu'il allait réclamer le retour, la rétrocession de l'Alaska, que le tsar, je crois que c'était Alexandre II plutôt, avait vendu aux États-Unis d'Amérique dans les années 1860. Imaginez donc que la Russie fasse ça. Ce serait l'objet d'un scandale immédiat de la part des États-Unis, qui mettrait ça sur la place publique. Tout le monde, dans tous les médias occidentaux, on dirait que la Russie se livre à des provocations, etc. On en est là. On en est là, c'est-à-dire que du côté russe, ils ont le sentiment d'être, comment dirais-je, d'avoir ce qu'on appelle en termes un peu choisis, en polymologie, on appelle ça un complexe obsidional, ça veut dire le complexe d'être encerclé par une puissance qui ne cesse que de grignoter depuis l'effondrement du camp socialiste, des pays les uns après les autres, en les faisant entrer d'abord dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, et puis maintenant ils se sont attaqués à l'Ukraine. Alors,
En fait, moi, vous savez, j'aime beaucoup l'histoire parce que l'histoire est très, très explicative de ce qui se passe. Comme dit le proverbe, elle ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. C'est-à-dire que les conditions ne sont jamais les mêmes, mais il y a toujours un vieux fond derrière. Et vous me permettrez peut-être de faire une petite incidente un peu historique que je n'ai jamais faite, mais qui me paraît importante. Il y a eu depuis plus d'un millénaire, en fait, presque deux millénaires, un antagonisme entre l'Orient et l'Occident. Et ça a culminé avec, vous savez que l'effondrement de l'Empire romain a mené à la naissance de l'Empire byzantin côté oriental autour de ce qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul, qui était devenue Byzance, puis Constantinopolis, la ville de Constantin, pendant que l'Empire romain côté occidental s'effondrait sous les invasions barbares, et c'était la naissance, enfin, le haut Moyen-Âge et le début de l'apparition des nations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Église a connu il y a eu une confrontation entre l'Église catholique romaine, qui s'appelait l'Église d'ailleurs, catholique, le mot catholique qui veut dire universel est apparu un peu plus tard. Donc le pape de Rome qui a été amené à se confronter de plus en plus avec les patriarches d'Orient, notamment le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche, le patriarche d'Alexandrie, le patriarche de Jérusalem. C'est ça, j'ai dit les quatre, c'était ce qu'on appelait la pentarchie donc, à l'époque. Et le pape de Rome prétendait en fait avoir l'autorité sur l'ensemble de la chrétienté. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'Église au premier millénaire, c'est tout à fait intéressant, parce il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu des tensions croissantes, qui cachaient derrière des querelles byzantines, c'est le cas de le dire. Par exemple, est-ce que le Christ était d'une seule substance, les monophysites, ou bien est-ce qu'il participait il était à la fois vrai homme et vrai Dieu? Vous savez que c'est cette seconde proposition qui l'a emporté, mais il y avait donc des querelles qui témoignaient d'ailleurs d'un état d'esprit beaucoup plus prompt à la controverse, au débat en Orient, alors qu'en Occident, c'était quand même, la papauté s'était fondue dans le pouvoir de l'Empire romain, donc avec quelque chose à la fois de dogmatique et d'autoritaire. Et tout ceci a abouti à quoi? Ça a abouti, suite à une sombre histoire qu'on appelait le filioque, qui disait que les latins voulaient faire procéder le Saint-Esprit non seulement du Père, mais aussi du Fils. Ce sont vraiment des querelles de spécialistes, et qui me paraissent un peu lunaires maintenant. Avec cette affaire du filioque, on a abouti au grand schisme de 1054 entre l'Occident et l'Orient. Et sur le coup, les gens s'en sont pas beaucoup aperçus, mais là où ils s'en sont beaucoup aperçus, c'est en une deuxième date absolument fondamentale, qui est la date de 1204. En 1204, l'Occident avait lancé, depuis Saint Bernard de Clairvaux, on avait lancé des croisades, et en 1204, c'est la quatrième croisade, eh bien les croisés venus d'Occident, notamment des Francs, venus de ce qui est aujourd'hui la France, mais c'est un peu autour, attirés par les richesses de Byzance, décident de dévier la croisade et au lieu d'aller délivrer les lieux saints des infidèles, c'est-à-dire des Mahométans qui s'y sont installés, foncent vers Constantinople, ravagent Constantinople et pillent tout. D'ailleurs, après ça, ce sera le début de la fin de l'Empire byzantin. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Ça paraît très très lointain, c'était il y a 818 ans, 1204-2022. Parce qu'il en est resté quelque chose de vraiment incrusté dans les mentalités. Incrusté dans les mentalités orientales, notamment en Russie, puisque la Russie est devenue la troisième Rome, elle est devenue le successeur de l'Empire byzantin à la chute de Constantinople. Il en est resté d'abord l'idée que les Latins sont en fait des hypocrites, sont en fait des salopards, pour parler vulgairement. C'est-à-dire que sous couvert d'aller libérer les lieux saints, sous couvert de trucs très généraux, en fait, ils pratiquaient le viol, la rapine, prendre des butins, l'enrichissement scrapuleux. Il y a même, si vous écoutez le discours de Poutine il y a quelques jours au Kremlin, il y a un petit peu ce parfum qui ressort. L'hypocrisie occidentale, la volonté de lucre, la volonté de mettre la main sur toutes les réserves, dans son discours tout à fait historique qu'a fait Vladimir Poutine il y a quelques jours, il a bien insisté justement sur l'hypocrisie occidentale,
qui n'a à la bouche que les droits de l'homme, etc., mais qui ne vise que son intérêt. Il insiste aussi sur la volonté de mettre en coupe réglée le monde entier, de coloniser pour prendre ses richesses. Eh bien ça, je vous assure, ça serait ce que certains psychologues appelleraient un pattern. Pour les Orientaux, ils voient le monde occidental comme ça, et je crois que c'est important parce que enfin, on ne peut pas retirer ça de l'esprit des Orientaux, d'autant que ça correspond quand même bien aux événements. Alors, si vous voulez, on apprend, enfin, pour appréhender une situation, c'est comme devant un tableau impressionniste. Hein. Si vous avez des tableaux avec des petites pointilles, plus exactement. Si vous vous mettez à 10 centimètres, il y a des tableaux avec que des petits points. Je pense à Seurat, par exemple. Si vous êtes à 10 centimètres, vous voyez que les points, vous voyez rien. Si vous prenez 1 mètre de recul, vous commencez à voir quelques formes. Si vous prenez 5 mètres de recul, là, vous commencez à voir un paysage. Et puis, si vous êtes à 20 mètres, vous voyez tout comme si c'était une photo. Eh bien, c'est un peu la même chose avec les événements que nous vivons. Le public occidental, on lui présente des événements au quotidien, au jour le jour. Voilà, donc il y a Poutine qui est méchant, il envahit l'Ukraine c'est très gentil, donc ils essaient de se défendre, etc. Et si vous prenez le recul nécessaire, jusqu'au recul de plus de 800 ans que je vous proposais, vous vous apercevez qu'il y a une espèce de volonté constante de l'Occident qui veut essayer en fait, de mettre la main sur l'ensemble du monde, d'avoir ce que Poutine d'ailleurs dénonce, et pas seulement lui, c'est-à-dire l'unilatéralisme, c'est-à-dire qu'en fait, disons les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que les Américains voudraient être les rois du monde et de diriger le monde entier pour leur profit. Et quand je dis les Américains, je ne parle pas du peuple américain, je parle essentiellement de l'État profond, de certaines élites américaines, des néoconservateurs qui ont des projets constants et délirants depuis maintenant des décennies de refaçonner le monde à leur image. Donc, ils ont eu le projet de nouveau Moyen-Orient, ils ont semé la guerre et la consternation un petit peu partout. Maintenant, ils ont mis la main sur l'Europe de l'Est. Maintenant, ils veulent découper en morceaux la Russie. Ils veulent découper aussi en morceaux la Chine. Ça sera pour après. D'où les campagnes incessantes en faveur de Taïwan, en faveur du Tibet, en faveur des Ouïghours. Ils veulent également découper, abattre en fait les pays de l'Union européenne pour les mettre à genoux. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Derrière cette stratégie que nous vivons, il y a une volonté délibérée de Washington d'affaiblir les pays de l'Union européenne, à commencer par leur premier allié, c'est-à-dire l'Allemagne, pour en fait, en gros, détruire l'industrie, détruire ce qui faisait que parfois l'Allemagne ou les pays, la France, comment dirais-je, dépassaient les États-Unis. Donc il y a une volonté absolument de domination mondiale. Donc je crois que on en est là, et ce qui est extraordinaire dans la période que nous vivons, c'est que les masques tombent. Vous savez, moi, ça fait 15 ans que j'ai créé un mouvement politique qui s'appelle l'UPR, où j'expliquais depuis 15 ans que la construction européenne était en fait le faux-nez de la domination américaine. Ça avait été d'ailleurs créé, la déclaration Schuman avait été rédigée dans les services de Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État américain à la fin des années 40, au tournant des années 50. J'expliquais que la CIA était derrière. On m'a traité, bien entendu, de tous les noms complotistes, conspirationnistes. On a des gens répétant le catéchisme qu'ils entendent à la radio et à la télé, répétant ce que disent les principaux partis politiques français, venaient m'expliquer à moi, qui est quand même de l'expérience et qui a accompagné notamment les présidents de la République comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, dans des entretiens au plus haut niveau avec des grands chefs d'État de travers la planète entière, et qui a vu le dessous des cartes, il venait m'expliquer à moi que j'avais rien compris et que l'Europe s'était fait pour faire contrepoids aux États-Unis. Non, les événements que nous avons sous le nez en ce moment nous montrent que l'Union européenne est en train de détruire les pays d'Europe, est en train de servir les intérêts américains, et que l'OTAN est également en train de nous emmener vers cette direction. Alors, donc tout ce qui est en train de s'effondrer, c'est ce narratif. L'Europe aurait vocation à faire contrepoids aux États-Unis. C'est l'autre narratif qui a eu une efficacité redoutable depuis des décennies. À chaque fois que quelqu'un protestait, râlait contre les méfaits de plus en plus visibles de la construction européenne, de notre appartenance à ce bloc, on nous expliquait, oui, mais de toute façon, l'Europe, c'est la paix. Je l'ai vu dans des débats, on clouait le bec
à Mmh. toute contestation. Mais l'Europe, c'est la paix. Et ça marchait. Là, ça marche plus. Parce que là, de plus en plus de Français découvrent avec un certain effarement que l'Europe, en fait, nous entraîne à un conflit avec une puissance qui est la Russie, et que loin d'avoir une force de paix, on a en fait une force de guerre. Madame von der Leyen, que vous citiez, a tenu les propos les plus bellicistes qui soient. Elle ne veut pas la paix, elle veut la guerre, et l'Union européenne pousse à ce que l'on donne des armes et des armes et de plus en plus d'armes à l'Ukraine. On est arrivé à cette situation donc qui est que on parle d'un conflit Russie-Ukraine. Non, ce n'est plus un conflit Russie-Ukraine. L'Ukraine, bon, il y a des combattants valeureux, certainement du côté ukrainien, ça c'est exact. D'ailleurs, une grande partie d'entre eux sont infiltrés, comme on le sait, par des néo-nazis, quoique la propagande veuille nous faire croire le contraire, ou du moins veuille atténuer cet aspect absolument scandaleux des choses. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que maintenant, c'est un conflit directement autant contre la Russie. Ce qui fait que lorsque je vois des gens qui disent oui, mais la Russie, elle s'effondre, regardez comme ils sont nuls, regardez ci, regardez ça, il ne faut pas oublier que la Russie, elle n'est pas face à l'Ukraine. La Russie, elle est face à une trentaine de pays. C'est quand même incroyable. Elle est Mmh. face à la puissance américaine, à la puissance et tous les pays de l'Union européenne qui envoient des armes et aussi des soldats rebaptisés mercenaires. Donc, la grande question qui se pose, c'est que je sais que je choque peut-être en disant ça, pourtant c'est absolument la vérité, c'est que en fait, Vladimir Poutine est quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de modération. Je rappelle que le grignotage des États par l'OTAN et les États-Unis remonte à 1991. Vous avez une carte qui montre que petit à petit, donc, les pays sont tombés dans l'escarcelle de l'OTAN à la demande des Américains qui ont fait, c'est le fameux discours du président George W. Bush à l'université de Varsovie en juin 2001, qui a demandé à ce que tous les États de l'Est entrent d'abord dans l'OTAN puis dans l'Union européenne. Et les Français, ils n'ont pas vu une balle passer. Hein. Nous, on nous a mariés de force, alors que dans le code civil, c'est interdit, hein, les mariages arrangés. Puis on a marié le peuple français de force, avec une dizaine d'États supplémentaires, dont les Français ne connaissent d'ailleurs pas grand-chose, voire ne connaissent rien du tout. Donc, il y a eu cette volonté d'avancer dans le classique. Maintenant, il s'agit de mettre la main sur l'Ukraine. Et en réalité, donc, Poutine a réagi, sans doute d'ailleurs peut-être un peu tardivement. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché par un pan entier de l'opinion publique russe, qu'il a trop attendu. C'est que les bombardements de la partie sud-est, qui est, alors là je renvoie à mes conférences que vous citiez, ou à notre conversation chez vous, donc cette partie sud-est qui est peuplée de Russes depuis les colons envoyés par Catherine de Russie à la fin du XVIIIe siècle, là, au bout de 8 ans de bombardement, Poutine a décidé d'intervenir, alors effectivement en violant le droit international, je l'ai signalé, sauf qu'il y a des moments à partir duquel il avait sans doute tout à fait le choix. Hein, je rappelle que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à Hitler en 1939, on peut dire qu'ils avaient violé le droit international. Oui, mais pourquoi ils l'avaient-ils fait? Parce que Hitler avait mis la main d'abord sur l'Autriche avec l'Anschluss, puis sur les Sudètes, c'est-à-dire la partie occidentale de la Tchécoslovaquie avec les accords uniques. Et puis là, il intervenait en Pologne. Donc les Anglais et les Français se sont dit, ça y est, il est en train de tout avaler. Alors nous, on nous compare, dans les médias, on compare Poutine à Hitler, mais là, si on veut bien regarder les choses en face, la stratégie de grignotage de tous les pays, c'est l'OTAN, c'est pas petit. Donc Poutine, en fait, a réagi tardivement, et il a réagi en ayant, à mon avis, le souci constant d'avoir le moins de morts possible. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Kiev fait partie de l'histoire russe, hein, depuis le traité de Péréostrate de 1654, il a intégré l'empire des tsars. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on dit que le tsar est le tsar de toutes les Russies, puisque la principauté de Kiev, qui s'appelait la Rousse de Kiev, intègre la Rousse de Moscou, etc. Donc, Kiev fait partie de l'histoire russe. Les Ukrainiens, la langue ukrainienne n'est pas la même chose que le russe, mais c'est quand même pas non plus une langue qui est extraordinairement différente. Il y a quand même une très grande proximité. Du temps de l'URSS, il y a eu des quantités de
populations qui ont circulé entre la République socialiste fédérative de Russie et la République socialiste soviétique d'Ukraine, avec des mariages mixtes. Donc il y a des gens dont le père est russe, la mère ukrainienne et réciproquement. Donc il y a eu, et je pense que Vladimir Poutine, qui est un homme qui a 70 ans à peu près, donc qui a maintenant plus que la maturité, qui commence à voir l'histoire avec la hauteur de vue qui est la sienne, il a dû se dire je ne peux pas être quelqu'un qui va faire des centaines de milliers de morts. Donc il y est allé avec une volonté un peu chirurgicale de ne pas envoyer de bombardements massifs, d'envoyer l'artillerie, d'essayer de conquérir. Et là, il s'est heurté, à mon avis, à quelque chose que lui-même et l'état-major russe avaient sans doute très profondément sous-estimé, qui est le fait que depuis 8 ans, les forces de Kiev s'étaient complètement installées, notamment dans le Donbass. Ils avaient, avec notamment le fameux régiment Azov, mais pas seulement, ils s'étaient installés dans des habitations, ils avaient créé des caves, ils avaient créé des bunkers, ils avaient créé des tas de trucs, donc ils leur avaient en fait laissé le temps de s'installer. De telle sorte que la vérité oblige à dire que la stratégie du début de Poutine n'a pas parfaitement marché. On ne peut pas dire qu'elle n'ait pas marché du tout, puisqu'il a quand même, là maintenant, la Russie vient d'incorporer 20% du territoire et 60% du produit intérieur brut de ce qu'était l'Ukraine. Donc, si vous voulez, quand on prend un petit peu le recul des choses, on se dit c'est quand même un énorme succès pour la Russie d'avoir mis la main sur 20% du pays et 60% du PIB, et surtout d'une partie qui correspond à ce qu'était la Nova-Russia, la nouvelle Russie créée par Catherine II, fin du XVIIIe, Potemkin. Donc c'est quand même un succès, mais ça n'est certainement pas, comment dirais-je, la partie de campagne qui avait été prévue à l'origine. Vous vous rappelez qu'à l'origine, on avait envoyé des troupes du côté de Kiev, et je pense qu'il a dû en rabattre. Et puis je pense aussi qu'il avait sans doute sous-estimé ce que nous on nous présente comme l'union des Européens, des démocraties. On présente ça comme ça à la population. Moi, je dirais plutôt l'obéissance au claquement de doigts des pays de l'Union européenne à l'oncle Sam. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est que c'est Washington qui a exigé que l'Union européenne s'aligne et envoie de l'argent et des armes.